Pourquoi travailler moins d'heures nous rend plus productifs? C'est ce qu'on va voir justement dans cet épisode et ça peut sembler totalement contre-intuitif. On va voir pourquoi travailler trop longtemps nous rend moins efficaces. On va voir ce constat, on va quand même le nuancer, attention, hein. On va parler vraiment de ce que c'est ce constat et on verra les 4 étapes pour adapter ça à votre vraie vie parce qu'on va voir qu'on est vraiment conditionné. On nous a appris que travailler plus, c'est produire plus, que les longues journées sont la marque des gens sérieux et que si on n'est pas épuisé le soir, c'est qu'on n'a pas assez donné. On va voir si c'est vraiment vrai. Juste avant, ce que je vous propose, c'est de vous abonner au podcast, si ce n'est pas le cas, sur la plateforme que vous avez, Apple Podcast, Spotify, etc. Et puis de lui mettre 5 étoiles si ça vous plaît. Nous, ça nous motive, ça continue de faire progresser le podcast et le podcast est en pleine progression. On vous remercie, on a de plus en plus d'écoute. Donc si vous pouvez aussi le partager à d'autres, ce serait très très cool. Et sans plus attendre, on est parti. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut, c'est Pascal Dumont. On se retrouve pour un nouvel épisode de OBT. Et aujourd'hui, donc, on va voir pourquoi travailler moins d'heures nous rend plus productifs. C'est peut-être contre-intuitif, comme je le disais en introduction. Et justement, est-ce que ce n'est pas notre conditionnement qui nous a fait croire ça? Si justement c'était exactement l'inverse. Parce qu'en fait, il y a des recherches en neurosciences et en psychologie cognitive qui pointent toutes dans la même direction. Au-delà d'un certain seuil, chaque heure de travail supplémentaire ne nous aide plus, elle nous nuit même. Pas parce qu'on manque de volonté ou de discipline, mais parce que notre cerveau, il n'est tout simplement pas été conçu pour fonctionner en effort cognitif pendant 8, 10, 12 heures. Alors bien sûr, évidemment, on est peut-être presque tous capables de le faire. Moi aussi, ça m'arrivait de bosser 8, 10, 12 heures presque d'affilée, on va dire, ok. Mais en vrai, si on avait une jauge de notre cerveau, on verrait qu'on n'est jamais à 100%, surtout 6, 7, 8 heures après. Ok. On verra vraiment que le cerveau et sa jauge, elle aura diminué au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire le travail. Mais par contre, il y a peut-être des erreurs qui peuvent être faites, etc. Il y a une étude qui a été faite, vous allez voir, qui est assez extraordinaire. Donc, on va voir dans cet épisode pourquoi travailler moins longtemps, mais mieux, c'est une stratégie bien plus efficace que l'endurance à tout prix, et surtout, comment l'adapter concrètement à votre vraie vie, parce que c'est ça qui nous intéresse dans OBT. Je vous rappelle, on démystifie la productivité, on n'est pas là sur un empilement de méthodes, on est là pour utiliser des méthodes qui existent, évidemment, mais par contre, on les adapte à la vraie vie de ceux qui ont des enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui sont seuls, ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui sont salariés, etc., etc. Alors, pourquoi travailler trop longtemps vous rend moins efficace? Donc déjà, votre cerveau, c'est pas un muscle d'endurance. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, l'effort cognitif, qui est intense, est extrêmement coûteux en énergie. J'en ai parlé dans l'épisode juste avant sur le time blocking, l'épisode numéro 36. Votre cerveau, il consomme du glucose, de la dopamine et de la noradrénaline pour fonctionner à plein régime. Et bien ces réserves-là, elles s'épuisent évidemment, elles ne sont pas infinies. Okay. Donc plus vous allez prolonger l'effort sans récupération, plus votre cerveau il va chercher à économiser ses ressources, il va ralentir, il va simplifier, il va prendre des raccourcis. Et c'est ce que le chercheur, justement, Kahneman, appelle la loi du moindre effort cognitif. C'est-à-dire, face à la fatigue, votre cerveau il va choisir systématiquement la solution la moins coûteuse, et pas forcément la meilleure. Okay. Résultat, vous allez travailler, vous allez être occupé, mais vous n'allez pas produire plus, en réalité. Vous allez, comme si vous allez tourner à vide, en fait. Alors, il y a une expérience au niveau des juges de loi, ok. Il y a une étude, vraiment, elle est vraiment frappante, cette étude-là, parce qu'elle a analysé des décisions rendues par des juges dans les tribunaux. En début de session, il y a environ 65% des demandes de libération conditionnelle qui ont été accordées. Et ce taux, il chutait progressivement au fil des heures pour approcher les 0% juste avant la pause déj. Et après la pause, hop, il remontait. Et avant de replonger à nouveau en fin de journée. Donc en gros, les juges étaient les mêmes, les dossiers comparables, seule variable, leur niveau de fatigue cognitive. Et ce phénomène s'appelle la fatigue décisionnelle. Et elle ne concerne pas que les juges, évidemment.
elle vous concerne vous aussi, chaque fois que vous enchaînez des heures de travail sans vraie récupération. Et c'est pour ça que je conseille toujours, alors quand ils peuvent, parce que c'est pas toujours le cas, souvent c'est par ordre alphabétique, etc. Mais quand j'avais des élèves je les préparais au bac, etc., au niveau de la préparation mentale, c'était toujours mieux s'ils pouvaient choisir de passer en premier. Et ça, c'est hyper intéressant parce que plus vous allez passer en premier, plus la personne en face de vous, elle est fraîche, entre guillemets, mentalement. Et donc, beaucoup plus sympa, beaucoup plus de patience. Et plus vous allez passer en fin de journée, et plus ça va les gonfler, surtout si en plus ils ont vu les mêmes PowerPoint, les mêmes présentations, les mêmes textes de français, machin, etc. etc. Donc ça peut être très très compliqué. Et c'est vrai qu'en général, des fois, c'est par ordre alphabétique le plus souvent. Enfin, moi, à l'époque, c'était comme ça. Encore maintenant, il y a des fois, on passe par ordre alphabétique. C'est vrai que ceux qui commencent par la lettre A, B, C, D, on est plutôt bien logé. Moi, j'étais dans la lettre D du Mont. J'étais plutôt dans les premiers et c'était très, très cool. Et en plus, après, au moins, c'est passé, on est tranquille. Et on le voit aussi, nous, en tant que parents, moi, je suis parent, j'ai 2 enfants. Je suis toujours plus patient au début de journée qu'à la fin de la journée quand tu as eu une journée un peu dure, etc. On est beaucoup moins patient parce qu'on a une fatigue décisionnelle, voilà, tout simplement. Et donc, le niveau de fatigue cognitive fait qu'on est moins patient, fait qu'on peut plus péter son câble. Et vous allez voir, en général, on pète très souvent son câble en fin de journée plutôt qu'en début de journée. Donc ça c'est voilà le petit truc, et notamment l'étude le prouve avec cette histoire des juges des tribunaux. Ce qu'il faut savoir aussi, deuxième chose, c'est que le rendement décroissant du travail continu. C'est Baumeister qui a démontré, c'est un chercheur, que notre capacité d'autocontrôle, donc la ressource en fait qui nous permet de nous concentrer, de prendre les bonnes décisions, de résister aux distractions, etc., eh ben, elle fonctionne en fait comme une réserve limitée. Plus vous allez l'utiliser sans la recharger, plus elle s'épuise. Et plus elle s'épuise, plus la qualité de son travail se dégrade. Un petit peu comme la batterie d'un téléphone, par exemple, d'un téléphone portable. Plus vous allez l'utiliser, plus elle va s'épuiser. Il faudrait la recharger de temps en temps. Ok. Et ça, c'est pas une question de motivation, c'est une question de biologie purement et simplement. Donc c'est pour ça que les pauses aussi sont importantes. Ça permet de recharger les batteries et de repartir au combat. Et c'est pour ça qu'on voit avec l'étude avec les juges, que en fin de matinée, 0% de liberté conditionnelle accordée, et après le repas, hop, ils ont décroché, ils ont parlé, ils ont mangé, ils ont pris du temps pour eux, hop, ça remonte, c'est normal. Donc, il y a quand même ce constat à nuancer. Il ne s'agit pas forcément de travailler peu et de faire sa feignasse, qu'on soit bien d'accord. L'idée ici, c'est pas de dire faut travailler 3 heures par jour, de passer le reste du temps à la plage, ok, ce serait trop simple, et surtout, ce serait trop faux. Et il y a trop cet amalgame qui est fait, trop cette confusion qui est faite, je le vois avec les jeunes entrepreneurs que j'accompagne. Voilà, la semaine des 4 heures, elle a fait un peu de mal quand même à ce niveau-là, et puis avec tous ces youtubeurs, tous ces entrepreneurs qu'on voit sur le net, qui aujourd'hui ont réussi. Je conteste pas la réussite, loin de là, mais personne n'a vu ce qu'ils ont fait pour y arriver. C'est-à-dire qu'on voit toujours la partie émergée de l'iceberg et non la partie immergée. Les sacrifices qu'ils ont fait, le temps qu'ils ont passé, etc. pour aujourd'hui pouvoir éventuellement se dire je bosse 3-4 heures sur mon business par jour. Ok ? Donc le vrai message, c'est celui-ci. La durée du travail n'est pas un indicateur fiable de la productivité. Ce qui compte, c'est l'intensité et la qualité de l'effort fourni pendant le travail. Et à certains types de tâches administratives, de réunions légères, d'échanges rapides, qui peuvent s'étaler sur de longues plages sans trop entamer nos ressources cognitives. Et là, je vous ramène aussi également à l'épisode de la semaine dernière sur le time blocking. En revanche, le travail profond, donc rédiger, analyser, créer, décider, innover, ce type de travail-là, ça exige une qualité d'attention que votre cerveau ne peut pas maintenir indéfiniment. La nuance, c'est donc vraiment ça. C'est moins travailler, mais travailler différemment. En intensité ciblée plutôt qu'en endurance passive. Alors, le constat, c'est quoi le constat qui est fait? C'est que les travaux des chronobiologistes, Klettman notamment, ont mis en évidence ce qu'on appelle des cycles ultradiens, des rythmes biologiques naturels de 90 minutes environ, durant lesquels, en fait, votre cerveau, il est capable d'une concentration et d'une efficacité optimale, suivie ensuite d'une phase de récupération nécessaire de 20-30 minutes. C'est-à-dire que pendant 80 minutes, on est dans le flow. Ces cycles ne sont pas une théorie abstraite, ce sont des rythmes biologiques qui sont réels, qui régissent aussi avec votre sommeil et votre éveil. On ne peut pas les contourner.
on peut juste choisir de travailler avec eux ou contre eux. Et donc, quand vous allez forcer votre cerveau au-delà de ces cycles, sans lui accorder de vraie récupération, il bascule progressivement dans un état de stress physiologique. Et votre cerveau nerveux, je crois que c'est le système nerveux sympathique, qui va prendre le dessus. Et c'est le mode combat ou fuite. Et du coup, votre taux de cortisol et d'adrénaline, il va grimper, et ces hormones de stress, à haute dose, elles viennent littéralement court-circuiter les régions de votre cerveau qui sont responsables de la réflexion logique, de la créativité, du contrôle, etc. Donc, si on le dit autrement, quand vous poussez trop loin sans récupérer, vous ne travaillez plus vraiment, vous êtes en position de survie. Et donc, la conclusion scientifique, elle est claire, l'intensité intermittente est largement supérieure à l'intensité continue. Donc, 4 à 6 heures de travail, mais focalisé, structuré autour des cycles naturels, ça va produire davantage que 10 heures de travail en continu, entrecoupées de distractions et de fatigue cognitive accumulée. Et ça, je l'ai vu beaucoup dans les entreprises, notamment quand on est salarié, parce que on a l'impression de subir aussi, et selon le travail qu'on a, évidemment, si on est dans les bureaux, qu'on a des décisions à prendre, moi j'interviens des fois dans les entreprises et je leur dis, ok, là-dessus, tu dois traiter tes mails de cette façon-là, etc. Et en fait, tu, tu répartis les charges cognitives similaires dans chaque bloc, comme des portes en fait. Vous ouvrez cette porte-là, ok, ça c'est la porte bloc administration, ça c'est la porte des blocs de longue réflexion, etc. Ok, et vous en sortez une fois simplement quand vous avez terminé. Et je leur dis, communiquez autour de vous, à votre équipe, à votre boss si vous en avez un, comment vous fonctionnez. Ok, c'est très très important et ça se fait très très bien. Donc maintenant, comment adapter ça à votre vraie vie? Première étape, identifier les fenêtres de haute énergie. Je le redis encore une fois, tout le monde n'a pas les mêmes pics cognitifs, donc pour 80% des gens, le premier pic se situe en début de matinée, entre 9h et 11h, et un second moins intense revient souvent au milieu d'après-midi, puis ensuite il y a le soir. Mais avant de copier ce schéma, observez-vous vraiment qu'est-ce que vous êtes naturellement, quand est-ce que vous êtes le plus alerte, en fait, le plus concentré, le plus créatif. C'est sur ces fenêtres-là que vous devez placer votre travail le plus exigeant. C'est de la redite avec certains épisodes, mais si je le matraque parce que c'est très très important. Et vous pouvez d'ailleurs en voir plus en détail en téléchargeant le cahier de la gestion du temps qui est fun, qui est sympa, qui est ludique, qui vous apprend un petit peu tout ça. C'est totalement offert, vous pouvez le voir, vous pouvez le télécharger autour de ce podcast. Deuxième étape, c'est structurer votre journée en bloc de 90 minutes. On a vu le time blocking, on a vu les méthodes de Pomodoro, et là, on fait le combo avec ça, les méthodes de 90 minutes, c'est ce que je vous disais, maximum. Et pendant ces blocs, vous allez couper les notifications, vous allez fermer vos emails, vous allez vous rendre inaccessible aux interruptions extérieures, et vous allez travailler sur une seule tâche, ou un seul type de tâche. L'objectif, c'est de créer une bulle cognitive dans laquelle votre cerveau peut aller chercher son niveau d'efficacité maximum. Et c'est ce que vous allez faire pendant 90 minutes de travail vraiment focalisé. Là où vous aurez mis 2 à 3 heures pour le faire en mode dispersé. 90 minutes, ça peut être aussi 50 minutes. En fait, ça va dépendre de la tâche, si vous l'aimez bien, si vous êtes capable de rentrer dans le flow, etc. Ça, je vous invite à regarder l'épisode sur le Pomodoro. De mémoire, je crois que l'épisode du Pomodoro, c'était l'épisode 35. Étape numéro 3, prenez des vraies pauses et allez marcher. Et ça aussi, je le dis très très souvent, c'est une redite dans mes épisodes, mais il n'y a pas non plus de méthode miracle, il faut simplement les faire. C'est pour ça que je répète ça, entre ceux qui disent « Ouais, mais ça, tu l'as déjà dit, etc. » Ouais, je l'ai déjà dit, mais est-ce que tu l'as fait, en fait? C'est ça le truc, c'est ça qui est important, parce qu'il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a qu'un état d'esprit qui vous fait passer à l'action. Donc après chaque bloc de 90 minutes, accordez-vous une vraie pause de 20 à 30 minutes, et quand je dis par vraie pause, pas d'écran, pas de scroll, pas de podcast, pas de Colette qui parle, etc., de boulot. Vraie pause. Ok? La meilleure chose que vous pouviez faire pendant cette fenêtre, c'est marcher dehors. Éventuellement, pourquoi pas une petite sieste. Donc voilà pourquoi, quand vous travaillez sur un écran, votre système visuel fonctionne en mode vergent. C'est-à-dire que votre regard il converge sur un point fixe et sur un point proche, ce qui est très coûteux en ressources physiologiques. Et quand vous marchez dehors, eh ben, votre regard il s'étend à l'horizon et vous basculez dans un mode visuel plus large qui repose notamment les yeux. Et donc du coup, tout le système nerveux entier. Et c'est l'un des mécanismes les plus puissants de récupération cognitive disponibles. Et en plus, c'est facile à faire, c'est gratuit en plus.
Et moi, je sais que je fais pas mal de visio. Des fois, je sors de 4 heures de visio, ou 4 heures de coaching, etc. en visio. Je suis 10 fois plus crevé qu'une journée de formation, en présentiel, par exemple. Ok ? En plus de tout ça, si vous passez sur la marche, etc., la marche active, ça active justement la circulation sanguine cérébrale, ça favorise la production d'une protéine qui soutient la plasticité neuronale. J'ai plus le nom, je crois que c'est la BDNF. Il faudrait que je vérifie, je vous mettrai une petite note si jamais dans les commentaires. Et du coup, derrière, le mode créatif de votre cerveau, il peut s'exprimer librement. Et l'étape numéro 4, c'est on aligne son agenda sur son corps et pas l'inverse. Le changement le plus profond, c'est vraiment celui-là. Arrêtez de laisser votre agenda dicter à votre cerveau quand il doit être performant. Faites l'inverse. Repensez votre architecture de la journée entière. Pas seulement vos heures de travail, pour vraiment l'aligner sur les fluctuations biologiques naturelles. Les tâches les plus exigeantes, rappelez-vous, sur votre pic cognitif. Les réunions, les échanges sur les plages d'énergie plutôt moyennes et les tâches légères administratives sur les creux. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Et vos vraies pauses, faites des vraies pauses parce que le corps en a besoin. Et c'est pas forcément là où votre agenda a une case vide. Ok ? Ce n'est pas votre corps qui doit s'adapter à votre planning, c'est votre planning qui doit s'adapter à votre corps. Ça, c'est quelque chose que j'en suis totalement convaincu, même si notre corps est capable de faire énormément de choses et de s'adapter lui aussi, mais on peut aussi l'économiser et c'est pas plus mal. Donc je vous récapitule les 4 étapes à suivre. Identifiez votre fenêtre de haute énergie. Étape numéro 2, structurez votre journée en bloc de 90 minutes max. Prenez des vraies pauses et allez marcher. Et alignez votre agenda sur votre corps et non l'inverse. Pour terminer ce podcast, travail dur, c'est pas une vertu en soi, c'est ce que moi j'appelle la hard life, alors que moi je suis plutôt smart life. Et d'ailleurs, j'ai un webinaire qui parle sur les 5 parasites, etc., comment on est conditionné. Vous pouvez, pareil, le télécharger, c'est totalement offert. Et donc, travail dur, comme je le disais, c'est pas une vertu en soi, ok. Il peut être tout simplement le travail, c'est un moyen, ça peut être utilisé intelligemment ou gaspillé. Et la science, vraiment, elle est claire là-dessus. Au-delà d'un certain seuil cognitif continu, vous ne produisez plus de valeur, vous accumulez de la fatigue et vous allez dégrader la qualité de vos décisions, de créativité et de concentration. Donc la vraie productivité, c'est l'art de l'alternance, c'est l'art de la flexibilité, c'est des phases d'intensité maximum suivies de vraies phases de récupération, pas parce que c'est confortable, mais parce que c'est biologiquement efficace. Voilà pourquoi travailler moins longtemps, mais vraiment mieux, c'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence stratégique. Ok, et on l'applique tout simplement à votre propre biologie. Si vous voulez aller plus loin, je vous en ai parlé des épisodes du time blocking, les épisodes aussi du Pomodoro. Bref, tout ça, il y a un super épisode aussi que j'ai fait avec Valentin, l'épisode numéro 33, comment on s'organise pour atteindre les 5 chiffres dans son activité professionnelle. C'est hyper instructif, hyper inspirant. Vous pouvez aussi aller checker ça. Et puis vous savez, pour aller plus loin, il y a notre système timer, c'est la formation qu'il vous faut si vous voulez qu'on vous accompagne à mettre en place des actions concrètes adaptées à votre réalité. C'est ça qui est important, on est là, on est sur l'humain, c'est pas juste des formations à suivre, on est là vraiment pour vous aider à mettre ça en place, on est disponible. Et dedans, on vous fait vraiment prendre conscience de votre relation au temps, de comment y faire face pour enfin retrouver de la sérénité, du temps avec vos proches, même de retrouver du temps dans votre boulot, du temps pour vous, pour en faire vraiment ce que vous voulez. Et puis sinon, je fais également très régulièrement des formations en présentiel sur la gestion du temps de l'organisation sur Annecy et partout en France. Je me déplace dans les entreprises s'il y a besoin. Donc, écoutez, c'est tout ça, c'est en présentiel aussi. Donc, si vous voulez cette formation de gestion du temps en présentiel sur Annecy, même sur mesure, etc., via mon organisme de formation Caliptus, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter. En plus, la formation, elle peut être financée par les OPCO jusqu'à 100%. Donc, c'est tout bénef. Et sur ce, c'est la fin de l'épisode. C'était Pascal Dumont pour OBT. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.